Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19h. Nous sommes le lundi 29 février. Voici les titres qui seront développés dans notre journal. Louis Molinier succède à Hilaire Brudé à la présidence du comité du tourisme. Le maire de Terre-de-Haut voit en ce CTIG un simple exécutant de la politique régionale. Les auto-écoles guadeloupéennes ont suivi la manifestation nationale contre la réforme du permis de conduire. Milos Raonic, le géant canadien, déclare forfait à 4 jours de l'affrontement avec la France au premier tour de la Coupe Davis. Le journal, Aurélie Ronze. Le comité de tourisme des îles de Guadeloupe a donc installé en fin de matinée son nouveau conseil d'administration, une réunion qui s'est déroulée au Memorial Act en présence notamment du président du conseil régional Harry Chalus. C'est le conseiller régional Louis Molinier qui va occuper désormais le fauteuil de président du CTIG. Plus de détails avec Anne-Elisabeth Artsen. Après 3 ans à la présidence du CTIG, Hilaire Brudé a été remplacé par un autre Saint-Ouen, Louis Molinier, maire de Terre-de-Haut et jusqu'alors président de la commission tourisme de la communauté d'agglomération du Sud-Basse-Terre. Le nouveau président du CTIG prône avant tout la collaboration avec l'ensemble des acteurs du tourisme. Le CTIG n'est pas une structure à part, le CTIG est une structure qui est intégrée à la région. Voilà, avec la commission tourisme, avec la commission du développement économique. Donc voilà, nous allons débattre et savoir qu'est-ce que, avec la loi Notré, quel sera réellement le rôle du CTIG pour l'avenir du développement économique. Je parle de développement économique et touristique de ce pays. La nouvelle gouvernance a d'ores et déjà établi des bases de travail avec des dossiers prioritaires. Pour l'instant, les dossiers prioritaires, c'est alors écoutez, sur le Zika, avoir le même discours. Tout le monde doit avoir le même discours, que ce soit le président ou le président du CTIG et le président de la commission santé, sur les hôtels qui ferment. Donc, rencontrer les socioprofessionnels, les hôteliers, pour savoir comment gérer ces fermetures. Et quoi faire d'ailleurs, et puis d'autres dossiers qui seront déterminés en commun. Le choix de la majorité s'est donc porté sur Louis Molinier. L'exécutif régional précise alors les grandes lignes de la future politique touristique de la Guadeloupe. Nous avons notre programme politique, vous savez la politique précédente, notre rôle c'est de l'améliorer. Aujourd'hui, comme je le dis, si nous voulons un bon tourisme ici qui sera créateur d'emplois et de richesses, il faudrait que nous réglerions rapidement les problèmes de l'eau, des déchets, du transport. Car quand vous venez ici, vous avez besoin de vous déplacer. Un département propre où il n'y a pas de problème d'eau, le touriste revient tous les jours. Faire découvrir tous les sites qui existent dans chaque commune de la Guadeloupe. Il y en a plein qui sont encore méconnus, donc il y en aura un très gros travail touristique à faire. Et pourquoi pas par la suite avoir 3 hôtels 5 étoiles en Guadeloupe pour pouvoir recevoir un tourisme de qualité. Avec une fréquentation en augmentation, de nouvelles perspectives s'offrent au tourisme. Mais soumis aux aléas climatiques, aux mouvements sociaux ou aux épidémies, le secteur reste fragile. L'actualité était aussi sociale aujourd'hui avec ce mouvement des auto-écoles, un mouvement suivi en Guadeloupe. Les professionnels réclament notamment le report de la nouvelle épreuve du code de la route. À Pointe-à-Pitre, une quarantaine de professionnels ont bloqué le centre-ville dans la matinée. Julien De Kuyper et Quentin Van der Stichelen. La Guadeloupe était également concernée. Une quarantaine de voitures ont manifesté dans le centre de Pointe-à-Pitre début de matinée. Ok, zéro faute. Les fournisseurs qui nous vendent les livres et les DVD n'ont pas le matériel encore adéquat, ils ne sont pas encore prêts. Ils seront prêts bientôt, mais pas pour le moment. Donc toujours est-il que nos élèves ils seront pénalisés par rapport à ça. Nous, ce qu'on demande, on demande juste purement et simplement, rien de plus. On n'est pas contre la réforme, mais on demande juste à ce que nos élèves soient préparés. Et pour qu'ils soient préparés, de repousser cette réforme-là à la rentrée de septembre. Les enseignants du permis de conduire ont entamé des négociations avec la sous-préfecture, l'objectif étant d'obtenir un délai avant l'application de la réforme. Je m'arrête au beau milieu de la route. Il n'y a pas de place pour stationner. Et qu'est-ce que ça va entraîner? Ça va entraîner des échecs au niveau des examens du code. Et ça, il ne faut pas s'en voiler la face. Ça va concerner les auto-écoles, bien sûr, mais pas que les auto-écoles. Nos candidats qui vont à l'examen sans être préparés avec une nouvelle réforme, et bien sûr, ça va entraîner des échecs comme pas possible. On emmène nos élèves à l'échec et on n'est pas d'accord.
Une réforme qui n'enchante évidemment pas les auto-écoles, qui ont besoin de plus d'argent et de plus de temps pour se mettre à jour. Et une autre réforme à présent, la présentation du projet de loi sur la réforme du Code du travail est finalement repoussée de 2 semaines, annonce aujourd'hui du Premier ministre Manuel Valls. La ministre du Travail, Myriam El Khomri, le présentera le 24 mars prochain. Le chef du gouvernement entend profiter de ce délai pour consulter davantage les partenaires sociaux. Il faut dire que ce projet de réforme est de plus en plus contesté par les syndicats et même une partie de la gauche. Alors qu'en est-il en Guadeloupe? Je vous propose d'écouter la réaction de Jean-Marie Nomertin, c'est le secrétaire général de la CGTG. Il est interrogé par Jacques Damprobe. Il y a une pression qui commence à monter en puissance contre cette attaque. On parle de réforme, ce n'est pas une réforme. C'est une attaque en règle contre la classe ouvrière, contre le Code du travail et surtout de revenir au début des années 1900. Nous disons bien que ce soit M. Valls, que ce soit M. Hollande et Mme M. Khomri, ils sont de mèche avec le MEDEF qui applaudit des quatre mains et aussi de la part des Républicains qui tous ont dit qu'ils vont voter le texte en l'état. Donc il y a aujourd'hui une montée en puissance de contestation et la seule chose que cherche à faire M. Valls, c'est un peu de gagner du temps. Pas un volte-face, mais surtout gagner du temps pour mieux s'en prendre aux travailleurs. Et pour cela, il faudra qu'il ait, comme il l'a fait pour l'ANI, qu'il ait donc de son côté, lorsque je dis il, c'est surtout Hollande, de son côté, donc des syndicats qui puissent au moins approuver certains aspects de ce projet de loi qui sera néfaste pour les intérêts de la classe ouvrière. Alors que dit précisément cette nouvelle loi et surtout quelles sont les raisons de la colère? Élément de réponse avec Jacques Damprobe. Premier sujet qui fâche, l'assouplissement du temps de travail. La durée maximale de travail pour une journée reste fixée à 10 heures, mais peut être reportée à 12 heures grâce à un accord collectif. De la même manière, pour une semaine de travail, la durée maximale reste plafonnée à 48 heures, mais peut atteindre les 60 heures. Deuxième raison du mécontentement des syndicats les plus remontés contre le projet, une entreprise pourra procéder à un plan social sans pour autant rencontrer de difficultés financières. La levée de bouclier porte aussi sur le plafonnement des indemnités prud'homales. Contrairement aux pratiques qui ont cours, en cas de licenciement abusif, les dédommagements accordés par les prud'hommes à un salarié du privé seraient fondés sur l'ancienneté. Un exemple, le dédommagement s'élèverait à 15 mois de salaire au-delà de 20 ans de présence dans l'entreprise. L'une des rares satisfactions du texte, aux yeux des représentants de salariés, les droits sociaux que les actifs pourront conserver tout au long de leur vie professionnelle. Pas suffisant toutefois pour calmer la colère des syndicats. Politique toujours, le conseiller départemental Rosan Rosduel est désormais le candidat de la frappe pour les prochaines élections législatives de 2017. Ce sont les militants qui l'ont choisi ce week-end. Un candidat qui avait les faveurs du candidat sortant, le député maire des Abîmes, Éric Jalton. Rosan Rosduel qui était d'ailleurs hier soir sur le plateau d'Alizé. On l'écoute. Je pense que ce qui serait surprenant, c'est que le député sortant qui ne puisse pas donner son avis sur une candidature. Vous imaginez que Éric Jalton est député sortant, il est maire des Abîmes, il préside un mouvement politique important, il est le président de Cap Excellence, et on lui dit qu'est-ce qu'il pense d'une candidature, et il vous répond non, je n'ai aucune idée. Donc il est normal que le président de la FRAPP, le député sortant, donne la direction, montre le chemin. Il a montré le chemin aux militants. Les militants en grande partie, massivement, ont suivi ces consignes. Et aujourd'hui, je suis ce porte-parole, ce porte-drapeau de la FRAPP. Et je peux vous dire que je suis déterminé, je suis vraiment déterminé à aller dans tous les quartiers de cette circonscription, Marie-Galante, bien entendu, Mornalo, Pointe-à-Pitre et les Abîmes. Et je ferai tout pour que nous puissions gagner ces élections. Info pratique à présent, que demain, comme chaque début de mois, les prix du carburant évoluent. Et bonne nouvelle pour le litre de super sans plomb, il baisse de 7 centimes et passe à 1,23 €. Le prix du gazole, lui, augmente de 2 centimes, il est à 1 € symbolique le litre. La bouteille de gaz augmente de 49 centimes et passe à 18,39 €.
Autre chiffre, 35, c'est le nombre de cas de Zika biologiquement confirmés en Guadeloupe au 25 février. Parmi eux, 2 femmes enceintes et une forme neurologique sont recensées. À Saint-Martin, 11 cas ont été biologiquement confirmés, 102 cas en Guyane. La Martinique est toujours en phase épidémique. Et notez que l'épidémie de Zika s'étend également à d'autres pays de la Caraïbe. La Barbade, jusqu'ici épargnée, est désormais touchée. Plusieurs cas ont été constatés sur l'île. Les îles des Caraïbes, par ailleurs, qui figurent dans un classement du magazine financier américain Business Insider, notamment les Bahamas qui veut se positionner comme une destination shopping. C'est ce que vous verrez dans quelques instants dans notre Minute Caraïbes. L'un est en pleine descente aux enfers, l'autre sur la voie de la résurrection. Ces derniers temps, les destins du Brésil et de l'Argentine, les 2 géants du Mercosur, divergent d'une manière saisissante. Le premier s'enfonce dans la récession et est embourbé dans des problèmes politiques. Le second multiplie les annonces de réformes depuis l'élection du gouvernement libéral fin 2015 et se prépare à retourner sur les marchés internationaux dont il était banni depuis 15 ans. Les investisseurs étrangers vont-ils délaisser le Brésil pour son voisin argentin? Difficile tout de même de raisonner ainsi car il s'agit de marchés frontières. L'économie argentine est l'une des plus exposées à l'effondrement du Brésil, mais les investisseurs financiers sont sous le charme de l'équipe Macri, une véritable dream team à leurs yeux qui, après 2 mois au pouvoir, rassure déjà les marchés financiers internationaux. Le très sérieux magazine financier américain Business Insider a publié un classement des meilleures îles des Caraïbes selon des critères d'accessibilité, de prix des chambres hôtelières, du nombre d'attractions proposées et de plages par rapport à la superficie de l'île, ce que le magazine appelle d'ailleurs le score de densité de plages par île. Bien évidemment, le magazine rappelle que toutes les îles ont leurs points forts et beaucoup débordent d'activités et de plages aux eaux cristallines, mais que cela ne suffit pas pour rendre une destination attractive. Le classement a été établi pour un vol au départ de New York, auquel s'ajoutent les différentes activités, hébergements ainsi que les sites naturels. Les destinations arrivées en tête sont sans surprise Porto Rico, la République dominicaine et Saint-Martin. Les îles françaises occupent des positions variables. Saint-Barthélemy se place en 7e position, la Martinique est 13e et la Guadeloupe décroche une modeste 20e place dans un classement qui en compte 25. Les Bahamas figurent à la 5e place du classement du Business Insider, mais envisagent d'occuper rapidement le trio de tête. Pour cela, le gouvernement bahaméen développe une nouvelle offensive attractive en positionnant l'archipel comme la destination shopping des Caraïbes. Les Bahamas ont introduit avec succès un régime commercial en franchise d'impôts pour l'ensemble de ses visiteurs, où figurent plus de 60% des marchands bahaméens. Un système lancé par le fournisseur Global Blue, présent dans près d'une vingtaine de pays à travers le monde, en partenariat avec les départements des douanes des Bahamas. Le système de Global Blue est une plateforme électronique qui permet le remboursement d'impôts, ce qui signifie que les détaillants peuvent vendre une large gamme de produits aux touristes sans la TVA. Les achats sont enregistrés au format standard par les détaillants et contrôlés électroniquement par le service des douanes. Global Blue et le gouvernement bahaméen se disent particulièrement satisfaits de leur partenariat. Le ministre des Finances a même déclaré que dorénavant, les Bahamas deviendront une destination shopping de premier plan aux Caraïbes. Retour en Guadeloupe avec le premier tour de la Coupe Davis qui approche J-4. Un premier tour qui se jouera d'ailleurs sans le numéro 1 canadien Milos Raonic. Il a déclaré forfait aujourd'hui, tout comme le spécialiste canadien du double Daniel Nestor. Alors la France a-t-elle plus de chances de se retrouver en quart de finale de la Coupe Davis? Analyse avec Éric Pommier. Milos Raonic, 13e mondial, numéro 1 canadien, annoncé forfait pour le premier tour de la Coupe Davis contre la France. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe. Le capitaine Martin Larando perd ainsi son joueur fétiche pour assurer le point du simple. Le solide serveur blessé aux adducteurs à Melbourne préfère jouer la sécurité pour assurer la suite de sa saison. En ligne de mire, le tournoi d'Indian Wells. Milos Raonic est actuellement en soins intensifs à Los Angeles. L'affiche Tsonga Raonic ou Mon fils Raonic est désormais rangée au placard. Un forfait lourd de conséquences pour l'équipe, ce qui en revanche devrait faciliter la tâche de l'équipe de France pour assurer sa place en quart de finale.
L'équipe du Canada perd gros, d'autant plus que Daniel Nestor, reconnu pour être une référence, 11e mondial en double, sera également absent. Pour le capitaine, l'heure est au recrutement d'urgence. Dans l'immédiat, seuls les joueurs Vasek Pospisil, 1,93 m, Frank Dansevic, 245e mondial et probablement Adil Chasmadine sont confirmés. Des joueurs qui joueront une équipe de France en forme, qui plus est sur une terre battue excessivement chouchoutée. Mais ça, c'était pour déstabiliser spécialement Milos Raonic. Alors même si Raonic est forfait, ne viendra pas en Guadeloupe, les fans de tennis et notamment les fans de l'équipe de France, eux, seront bien présents. Certains sont d'ailleurs déjà arrivés dans notre département. Éric Pommier a rencontré Sébastien au Vélodrome de Gourdeliane. Reportage. Sébastien Mas est un passionné de tennis. Il était loin d'imaginer qu'un jour, il assisterait à une grande compétition de tennis de l'envergure de la Coupe Davis chez lui. Pour vivre en direct ce premier tour France-Canada, il s'est offert le full pack, autrement dit les 3 jours de compétition qu'il vivra dans une des tribunes du Central. Sébastien Mas se sent dans la peau d'un privilégié. Parce que j'adore le tennis depuis des années, j'étais déjà à Roland-Garros, à Monte-Carlo, donc jamais participé à une Coupe Davis, regarder vraiment les joueurs à la Coupe Davis, c'est vraiment exceptionnel. Et d'être ici avec eux et les soutenir, vraiment les pousser, ça va être génial. Pendant 3 jours, ça va être le top. L'amour pour la discipline ne s'est pas construit par hasard. Sébastien Mas a de qui tenir. Son père est un ancien arbitre de Roland-Garros après avoir été marqueur, c'est-à-dire inscrire les scores des rencontres manuellement. L'époque où le célèbre roumain Elina Stas ou encore le français Patrice Dominguez étaient les têtes d'affiche dans les années 70. Bref, le virus a été transmis de père en fils, puisque Sébastien continue d'entretenir cette passion pour le tennis, avec aujourd'hui l'opportunité de faire partie des 8000 spectateurs annoncés pour une affiche haute en couleurs. L'équipe de France est une grande équipe et ça méritait de faire un événement comme ceci, surtout en Guadeloupe, d'accueillir la Coupe Davis dans des conditions idéales, en extérieur. C'est mieux pour eux. Comme à Roland-Garros, ils ont vraiment une bonne chance de gagner. Surtout, la surface était idéale, le temps était idéal, donc on est tous derrière eux. Sébastien Mas est un rare privilégié à avoir approché de si près le Central avant le jour J. Le hasard a fait qu'il a rencontré le magicien de la terre battue, Bruno Slastan. Les 2 hommes ont sympathisé, ont échangé sur le complexe. Sébastien est séduit par la qualité de la réalisation. C'est vraiment magnifique ce qu'ils ont fait, je pensais, parce que quand on est à la télévision, on voit ça de loin, mais quand on est de si près, il est vraiment beau. La surface est géniale, le temps est magnifique et je pense que de bonnes conditions sont réunies. Sébastien Mas est un bon client pour cette Coupe Davis 2016 organisée en plein cœur du Vélodrome Amédée Détrault. Pour rien au monde, il indique qu'il ne faut ignorer une telle compétition, que l'on soit tennis ou pas, c'est toute la Guadeloupe qui monte au filet. Après le tennis, du football, un mot sur les résultats de la 3e journée du tournoi des champions de la Caraïbe, l'UFC Championship. 2 clubs guadeloupéens étaient engagés. Hier, le CSM a été battu à Trinidad 4-0 par le champion de Saint-Domingue. De son côté, la Gauloise a été battue 3-1 par le club haïtien de Don Bosco. Culture maintenant avec les adieux ce soir de Gérard Poumarou, le directeur du centre culturel Sonis aux Abîmes, a été nommé, on le rappelle, à la tête de l'archipel à Basse-Terre. Cela faisait 10 ans qu'il dirigeait le centre culturel Sonis. Gérard Poumarou qui succède à José Plia qui avait démissionné, on le rappelle, fin septembre. Gérard Poumarou qui a répondu aux questions d'Anne-Elisabeth Artsen. On l'écoute. Ah, beaucoup d'émotions évidemment, c'est quand même 10 ans, presque jour pour jour, 10 ans de travail. Et donc une structure qu'on a pu faire découvrir à la population du quartier aussi d'ailleurs. Et une structure avec une identité maintenant qui est reconnue et qui est connue au-delà des frontières de la Guadeloupe même, au niveau régional, au niveau national et international. Donc le fait d'avoir pu recevoir de bons artistes, d'avoir formé aussi des artistes, des techniciens, des jeunes du quartier. Et donc voilà, beaucoup de satisfaction en fait. Particulier que vous avez marqué en 10 ans? Oui, il y en a beaucoup. Celui qui a été le plus marquant quand même, c'est d'avoir pu avoir Marcus Miller assis dans mon bureau, à travailler sur mon ordinateur. Ça, c'est extraordinaire. Voilà, et Rachel Ferrel, des artistes de ce genre. Et puis surtout, le fait d'avoir pu mettre un atelier insertion par la culture en place et d'avoir des jeunes techniciens du quartier qui sont aujourd'hui, pour certains, intermittents du spectacle, qui ont pu boucler leur dossier. Donc voilà, c'est avec eux que ils sont là et avec eux qu'ils connaissent, maintenant ils ont un métier et ça c'est vraiment une grande satisfaction.
Ce dimanche, les grands-mères seront à l'honneur. À cette occasion, l'Académie du Cas organise un spectacle au Mémorial Act, un spectacle intitulé « Au bon matin au commandement ». L'Académie du Cas, c'est avant tout une affaire de famille. Karine Gielman et Zach Lancien ont assisté à leur répétition hier. Reportage. L'Académie du Cas, une affaire de famille. Une famille de danse, de rythme, de cas. Une famille de sang aussi. Nadia, la présidente de l'Académie, est grand-mère de Talia, la relève. Une affaire de cas comme un virus qu'on attrape sans trop savoir comment. Je ne peux pas expliquer ce que c'est, ce que j'ai attrapé ce jour-là quand j'ai dansé. C'est tout un plaisir, c'est une passion. La musique envahit mon corps. Je ne peux pas vous dire, et m'emporte dans un tourbillon. Et quand je reviens, à moi, voilà, je sais que j'ai vécu quelque chose de formidable. Et en fait, je pense, ma mère, quand elle était enceinte de moi, elle a fait un spectacle avec Kamo Djaka. Donc je pense que, voilà. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme si c'était une partie de moi. Mais je sais pas comment l'expliquer. L'Académie du Cas est née dans les années 80 avec Jacqueline Cachemire-Toll. Nadia l'accompagne depuis ses débuts. Ici, à l'Académie du Cas, depuis avec Jacqueline, il y avait toujours une touche de modernité. Donc on garde la tradition parce qu'on est gardienne de la tradition pour que jamais elle ne meure. Et aussi, on met aussi une touche moderne avec. Il y a des innovations qui sont apportées, mais les innovations sont là pour des créations de spectacles. Voilà. C'est-à-dire vraiment quand nous on a un spectacle en préparation, on a des innovations qu'on va peut-être intégrer à ce qu'on fait. On va faire continuellement. Quoi. Son fils, Olivier, est un des professeurs de cas. Pour lui et sa mère, apprendre aux autres est une passion. C'est comme les vagues de la mer, je présente. Ça se renouvelle, ça se renouvelle, ça se renouvelle. Et de plus en plus de jeunes viennent à l'Académie du Cas. Les parents les emmènent. La relève à l'Académie, il y a plein. Il suffit simplement que les enfants restent des enfants. Parce que c'est ça le plaisir de jouer. C'est que dans ma passion, pour moi, c'est toujours un jeu. Donc, quand je suis avec des enfants et que je fais un cours, c'est un cours où on s'amuse. On n'est pas là stressé pour dire que j'arrive pas, machin. Non. Tout est sous forme de jeu. Et ensuite, après, tu vas commencer à jouer. Et c'est comme ça que je fais beaucoup avec les enfants. Messieurs et dames, rendez-vous la semaine prochaine pour fêter les grands-mères sur un rythme effréné au Mémorial Act. Dimanche, la fête des grands-mères, et aujourd'hui, ça ne vous a pas échappé. Nous sommes le 29 février. 2016 est en effet une année bissextile. Il faut savoir qu'il existe une chance sur 1500 de naître un 29 février. Liam a choisi cette date pour pousser son premier cri ce matin à la maternité des Eaux Claires à Bémao. Liam qui, en théorie, ne pourra fêter son anniversaire que tous les 4 ans. Reportage de Julien de Kuyper et de Quentin van der Tichelen. Bonjour Liliane, alors ça fait quoi de naître un 29 février ? C'est un jour spécial pour Liam qui a vu le jour ce 29 février. Ce jeune bébé pourra se vanter de savoir lire et écrire à 1 an et demi, de conduire dès sa 5e année ou encore de prendre sa retraite anticipée à l'âge de 16 ans. Il pourra bénéficier des réductions enfants durant une grande partie de sa vie. Mais fêtera-t-il son anniversaire chaque année malgré tout ? J'y ai pas encore réfléchi, mais on va réfléchir à ça avec mamie ou bien avec les autres, on va réfléchir à ça. Pas plus mal pour vous parce que vous ferez des économies de cadeaux vu qu'il aura un anniversaire que tous les 4 ans. Ah oui, ça c'est sûr, hein. Économie de cadeaux, oui, c'est sûr. Mais on va essayer de fêter quand même.
tous les ans pour lui. Un 29, j'y pensais même pas déjà que c'était le 29. C'est ce matin que je me suis rendu compte. Vous êtes la star alors? Oui, la star d'aujourd'hui, oui. Enfin, lui, la star d'aujourd'hui, Liam, oui. Ce jeune garçon de 48 cm et 3,50 kg devra prendre son mal en patience et attendre 4 ans avant de fêter sa première bougie d'anniversaire. En espérant quand même que pour ce bout de chou, il aura le droit à une belle fête d'anniversaire chaque année. Alors une question se pose, pourquoi notre calendrier compte tous les 4 ans, un jour de plus? Éclairage avec Julien de Kuiper et Quentin van der Stichelen. Que vous savez pourquoi est-ce qu'on a le 29 février qui tombe une fois tous les 4 ans comme ça? Vous connaissez l'explication de ce phénomène? Ah, j'ai oublié. Non, je me souviens même plus un truc de bisexuel, un truc comme ça. Il y a un 29? Aujourd'hui, on est le 29. Mince alors. Et c'est une fois on n'est pas le premier alors, mais j'ai eu ma paye aujourd'hui. Je pense que c'est une histoire de rotation de soleil, mais je ne peux pas vous dire plus. C'est pas pour une histoire qu'on perd un quart tous les 4 ans, donc il faut rattraper le temps perdu. Donc c'est ça. Écoutez, c'est l'histoire des années bissextiles, hein? C'est bien ça? Oui, c'est ça, mais vous connaissez un peu plus profondément? Non, 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 pas du tout, je ne connais pas. Ok, ben nous non plus. C'est comme ça? C'est comme ça? Si. À moins que vous ayez une autre raison. Oui, il y a une autre raison. La Terre met en fait 365,25 jours pour faire un tour complet autour du Soleil. Mais pour simplifier nos agendas, nous avons arrondi au chiffre inférieur, c'est-à-dire 365 jours par an. Pour équilibrer le tout, nous avons ainsi ajouté un jour au mois de février, tous les 4 ans. Et voilà, vous savez tout. On va terminer avec vos prévisions météo pour demain matin. Le temps sera plutôt incertain avec de la grisaille et des averses. Les températures dans la matinée seront comprises entre 23 et 25 degrés. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, vous allez retrouver votre rubrique sportive Minute Sport, suivie de votre rendez-vous hebdomadaire Controverse avec Jean-Luc Icard. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain à 12h30 pour toute l'actualité locale et régionale. Excellente soirée sur Alizé.